Donc, dans cette présentation-ci, on va se pencher sur des mécanismes qu'on peut mettre en place et qu'on devrait, à mon avis, à mon humble avis, mettre en place pour s'assurer que les citoyens soient fin prêts pour exercer leur mandat. Ici, il y a une distinction qu'on va faire un petit peu au cours de cette discussion-ci, mais on peut peut-être en fait commencer par cette grande idée-là pour introduire un peu le sujet. C'est que il s'agit encore une fois de faire de se donner un point de référence d'une certaine manière avec le monde électoral. On va voir que le point de référence n'est pas excellent, là, mais néanmoins, ça va nous permettre de bien comprendre le sujet ici, pourquoi il faut mettre en place certains mécanismes comme ceux-là. Essentiellement, dans le monde électoral, une personne qui va être élue va s'être impliquée à quelque part auparavant, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une entreprise ou un mouvement social ou une instance de parti, va avoir participé à ces instances-là et va s'être accoutumé un peu à l'intérieur du parti politique à un type de débat. Les débats politiques, ils vont prendre des décisions ensemble. Et une fois que on pense qu'une personne serait peut-être une candidate acceptable pour le parti, là, il y a un processus de sélection. Encore une fois, il y a comme une élection à l'intérieur du parti qui fait en sorte que cette personne-là a un preview un peu de c'est quoi le monde politique. Et ce qui fait que quand ces gens-là arrivent au pouvoir, entre guillemets, s'ils sont élus, ils ont quand même une expérience préalable et il y a un système, si on peut dire, j'allais dire des institutions, mais ce à quoi je fais référence, c'est les partis politiques qui filtrent un peu et qui font en sorte que ces gens-là ont, par ces mécanismes-là, une préparation indirectement, qui n'est pas formelle, mais qui fait partie même de la manière qu'ils accèdent au pouvoir. Et donc, quand ils arrivent, ils ont déjà pensé un peu à la chose et ils ont déjà des expériences qui leur permettent de se situer un peu dans le rôle qui est le leur. Dans le cas d'un citoyen tiré au sort, il n'y a pas toute cette expérience-là. Et puis donc, d'une certaine manière, on peut présenter la question de la manière suivante. Dans une institution, surtout comme l'Assemblée constitutionnelle, qui se penche sur des questions importantes puis qu'on peut se permettre de financer adéquatement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de justement compenser cette préparation-là par un autre type de préparation? Je pense que la réponse, c'est clairement oui, et que toute la société aura grandement intérêt à prendre ces citoyens-là tirés au sort et à les upgrader un peu, à leur permettre de s'améliorer, de se préparer à l'exercice de ces fonctions-là. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je vais formuler ici, c'est essentiellement une proposition qui a quand même été réfléchie, pensée au cours des années, dans mon cas, mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, il y aura peut-être d'autres idées qui peuvent s'y ajouter ou s'entrechoquer, ou proposer des alternatives, et que ce qui est proposé ici reste d'une certaine manière disons, un point de départ, et qu'on pourra voir si on sent la nécessité au fil du temps, nécessairement aussi après avoir mis en place une institution comme celle-là, de changer ça, d'améliorer ça, d'ajouter certaines choses. T'sais. Il y a une idée, par exemple, qui me vient à l'esprit là, qui n'est pas mentionnée dans la proposition que je fais d'un article constitutionnel, parce que c'est peut-être pas la place pour le faire, mais en même temps, peut-être. Et cette question-là, c'est est-ce que, je pense que la réponse est éminemment oui, là, mais est-ce que dans la société en général, on devrait avoir un cours d'éducation politique, peut-être au secondaire, qui garantisse que les citoyens ont une compréhension quand même acceptable de leurs institutions politiques. Il me semble qu'on n'a absolument pas des avantages à faire ça, et que dans ce cas-ci, il y aurait un peu comme la table serait mise là pour non seulement, bien sûr, si une personne est sélectionnée au sort, mais il faut aller beaucoup plus loin pour une personne comme ça, mais elle serait mise aussi pour la participation des citoyens en général au référendum puis au système politique qui est le nôtre. On a noté par ailleurs, quand j'ai parlé de l'Australie, que les citoyens eux-mêmes ont souligné le fait qu'ils ne se sentaient pas prêts pour débattre les questions qui étaient devant eux.
Et donc, il faudrait écouter cette recommandation-là et mettre en place au Québec un ensemble, sans doute, là, mais nécessairement, ou du moins peut-être le point de départ à ça, ce serait un cours de préparation et aussi de l'information sur Internet, dans le sens que les gens peuvent s'éduquer eux-mêmes, mais au moins une préparation formelle là, dans le cadre éducatif pour que les citoyens comprennent leur système politique. Ça me semble un peu idiot de devoir dire ça. Hein? C'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On peut se poser la question pourquoi on ne l'a pas fait. Hein? Puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se fasse pas aussi. Et la réponse à ça, elle est triste, mais c'est que des citoyens qui sont mal informés sont des citoyens plus faciles à contrôler. Ceci pour dire que il y a des choses comme ça qui relèvent du général. Là, ce dont on va traiter, c'est des mécanismes particuliers pour les personnes qui sont tirées au sort, pour s'assurer que ces personnes-là, à cause du rôle critique qu'ils vont jouer, sont dans une position, sont finement préparées à l'exécution de leurs tâches. Et donc, la première chose le premier mécanisme, d'une certaine manière, que j'utiliserais, c'est, il y a deux éléments dans ce mécanisme-ci, mais c'est essentiellement de piger les gens, de sélectionner les gens de manière aléatoire 2 ans avant l'exercice, avant le début de l'exercice de leur mandat. Et ça, ce que ça ferait en partant, c'est que ça leur donne à eux, en tant qu'individus, puis en tant que personne responsable, la conscience qu'ils vont devoir participer à cette assemblée-là, s'ils acceptent bien sûr le mandat, et qu'ils vont, ou elles vont devoir, ils vont donc vouloir se préparer, vouloir elles-mêmes être prêtes, et ils peuvent aller chercher à ce moment-là un ensemble de ressources pour le faire. Bien sûr, il s'agit ici un peu de leur donner aussi un coup de pouce pour l'acquisition de ces ressources-là. Et donc, le deuxième élément, ça, après avoir sélectionné des gens 2 ans auparavant, pour leur donner une longue période de préparation, c'est de leur offrir, aux frais de l'État, bien sûr, l'éducation au niveau qu'ils veulent, donc que ce soit du secondaire au doctoral à l'université ou même au post-doc si les gens et certaines personnes auraient des doctorats, ou l'équivalent de ces niveaux-là, en ce sens qu'ils pourraient intégrer le système de manière un peu spéciale, n'importe où dans le monde. Oui, ils pourraient étudier au Québec s'ils le veulent ou si elles le veulent, mais ces personnes-là pourraient aussi décider d'aller étudier ailleurs. Et ce serait absolument intéressant qu'elles le fassent, qu'elles profitent de cette possibilité-là. Bien sûr, il y a un sacrifice de peut-être laisser un peu ses amis, sa famille derrière un temps, mais il y a beaucoup d'informations, puis de compétences, puis de perspectives qui peuvent nous venir de la compréhension d'un autre pays et qu'on ne peut acquérir qu'en étant là. Bon, c'est une possibilité, puis je ne suis pas certain que les citoyens vont vouloir tellement s'en réclamer, mais ceci pour dire que les gens ont une liberté complète d'aller étudier où ils veulent. Bien sûr, là, on mettra en place une certaine restriction financière, là, en ce sens que oui, on a la possibilité d'aller étudier où ils veulent, mais c'est pas non plus vivant dans des palais s'ils le font. Ceci pour dire que dans ces 2 années d'études-là, ils peuvent le faire au niveau où ils veulent et bien sûr dans le champ qu'ils veulent. Et donc, il y a un ensemble de compétences différentes qui peuvent être dont les citoyens peuvent aller tenter de chercher, ou du moins d'aller chercher un peu de matériel pendant ces 2 ans-là. C'est peut-être plus 1 année et demie que 2. Là, on va voir que dans la 2e année, il faudrait aussi qu'il y ait une préparation, c'est le point 2 d'une certaine manière, mais qu'il y ait une autre formation spéciale pour l'exécution de leur mandat. Donc ici, on parle plus d'une formation générale. Là, je ne veux pas, bien sûr, indiquer quel champ les citoyens doivent aller étudier. L'idée, en fait, on pourrait dire de la manière suivante, c'est aller étudier tout. Il faudrait quasiment s'asseoir à une table ensemble et se dire, il y a une gang qui va aller étudier ça, une gang qui va aller étudier ça, il y a une autre gang qui va aller étudier différents domaines qui leur semblent les plus pertinents. Mais je vais peut-être illustrer un peu
certains domaines, comment ces domaines-là pourraient être pertinents, mais je veux certainement pas qu'on se limite à cette petite exploration personnelle-là de cette question-là. Hein. Mais il y a peut-être des domaines auxquels on ne pense pas. Hein. Il y a un domaine qui, pour moi, me semblerait... puis là, je suis peut-être biaisé en disant ça. Moi-même, j'ai étudié dans ce domaine-là, hein, puis ça m'a été utile pour en arriver à faire des présentations comme je suis en train de vous faire aujourd'hui. Et ce domaine-là, c'est le droit. Hein. Moi-même, j'ai été un peu étudié ça par coïncidence. J'étais dans un lieu où il y avait, dans la langue française, il n'y avait aucun autre domaine étudié, puis donc je me suis lancé dans le droit par manque de choix, mais j'ai bien aimé ça. Mais ce qui est absolument clair, c'est que bon, au moins, un début de formation juridique peut être très intéressant pour une personne qui intègre une assemblée comme celle-là, hein, ne serait-ce que parce que la Constitution, c'est au sommet de la pyramide juridique, c'est au sommet du droit, mais aussi parce que une compréhension de la... Puis là, d'une certaine manière, on parle plus largement pour d'autres potentielles assemblées citoyennes aussi, une compréhension de comment des normes, comment des règles, comment des lois se font, puis comment cette structure-là est un peu la charpente de l'État, dans une certaine mesure, hein, c'est absolument pas inintéressant. Et d'avoir un peu l'esprit de comment... c'est malheureusement quelque chose qu'on apprend pas nécessairement en droit. Il n'y a pas de cours pour être législateur, on va dire comme ça, mais... ou pour être constitutionnaliste citoyen dans ce cas-ci. Hein. Mais il y a... mais néanmoins, quand on étudie le droit, on commence à avoir une appréciation de comment cette charpente-là, hein, comment le système étatique, disons, s'articule. C'est un peu comme c'est un petit peu comme comme un petit peu comme l'ingénierie de l'État finalement. C'est le droit qui permet d'organiser les choses. Parce qu'il y a le droit, là, les normes qu'on pense qui s'appliquent dans la société, mais tu as un autre droit qu'on appelle, on pourrait peut-être appeler le droit organique. Ce n'est pas exactement un terme qui est utilisé dans les facultés de droit, mais on parle de lois organiques qui mettent en place des institutions, des administrations. Hein. Donc ça, c'est un niveau. Puis ensuite, tu as le droit constitutionnel qui met en place des institutions politiques, qui est là le niveau qui nous intéresse particulièrement ici. Puis donc, d'avoir une idée de comment tout ça, ça fonctionne un peu mieux, une idée un petit peu plus profonde, c'est nécessairement un champ qui serait peut-être intéressant. Encore une fois, il faut faire attention à ce que je suis en train de dire, hein, en ce sens qu'il y a plein d'autres champs qui seraient d'un très grand intérêt aussi, hein, pour diverses raisons. Un champ, par exemple, hein, qu'on aurait peut-être tendance à... un champ ou deux, hein, qu'on aurait peut-être tendance à ne pas penser immédiatement, mais qui serait extrêmement intéressant ici, ce serait en communication ou en psychologie, puis en organisation de groupe, hein, en conciliation. C'est drôle à dire, mais tu sais, certaines personnes à l'Assemblée nationale à l'Assemblée constitutionnelle, pardon, qui se donneraient un peu comme tâche, tu sais, de mettre les gens ensemble. Évidemment, il y a des gens qui ont un peu ça naturellement. Il ne faut pas se le cacher, mais il peut peut-être être intéressant d'étudier ce que d'autres personnes ont dit sur ces questions-là, et puis d'y réfléchir, puis de penser comment ça pourra peut-être s'appliquer dans une institution comme celle-là. Hein? Autrement dit, là, il s'agirait un peu d'étudier comment mettre de l'huile un peu dans tous ces rouages-là. Hein? Puis là, tu sais, c'est peut-être pas le premier champ qui vous vient à l'esprit, mais ce serait clairement pas inintéressant d'avoir des gens qui ont un peu plus, qui ont abordé un peu ce domaine-là. Évidemment, un ensemble, tous les champs d'études finalement peuvent être intéressants. C'est-à-dire la sociologie, l'environnement, tout ça, c'est clairement tous des champs, l'économie, hein, qui peuvent être d'un intérêt crucial, hein, pour les gens qui sont là. Bien sûr, hein, là, dans le cadre d'un an et demi ou deux, on n'a pas l'occasion de devenir un spécialiste dans un champ comme ça. Et donc, il faut
faut tenir compte de ça, hein. Mais on peut quand même aller chercher un peu un début de compréhension, ou une compréhension générale de ces champs-là, hein. Une autre option, bien sûr, hein, c'est pas du tout suivre ce que je suis en train de vous dire, puis, disons, aller au cégep ou à l'université, puis prendre des cours dans tous les domaines qui vous intéressent, ou qui peuvent vous sembler pertinents pour l'exécution particulièrement de votre tâche. On vous laisse le choix, on laisse le choix aux citoyens de décider dans quel domaine ils peuvent, disons, trouver un intérêt. C'est à eux de faire le jugement, qu'est-ce qu'ils pensent qui est le plus intéressant. Puis là, ils pourraient parler avec d'autres citoyens avant, puis leur dire, ben nous, on pense que, telle chose nous a peut-être manqué un peu. Ils peuvent en discuter avec d'autres personnes. Mais l'idée étant, hein, là, bon, prenez tout ce que je viens de vous dire, puis mettez ça à la poubelle. Parce que dans le fond, c'est vous, hein, qui devez décider. Puis je veux certainement pas orienter dans des champs particuliers, mais c'est l'idée de donner un petit peu un exemple. J'ai parlé de l'environnement, bien sûr, si c'est une préoccupation qui est la vôtre et que je pense que ça va devenir une dans notre société, ce ne serait pas inintéressant d'avoir des gens qui ont un peu plus, un bagage technique un peu plus fort dans ce domaine-là. Etc., etc. Ça peut être tout. Hein. Je ne veux certainement pas le limiter. Hein. Je veux juste donner des exemples. C'est même pas des pistes, c'est vraiment des exemples de un peu comment ces différents champs-là peuvent s'appliquer. Et encore une fois, hein, le faire dans d'autres pays, notamment des pays qui sont peut-être plus exemplaires. Là, je ne vais pas les nommer, mais il y en a. Il y a des pays qui sont peut-être où, bon, il n'y a pas juste les pays, hein, il y a aussi les personnes avec qui on va étudier. Hein. Il y a peut-être des gens dans certains pays qui sont moins exemplaires, mais qui ont quand même une pensée intéressante. Et donc, les citoyens auront le loisir de se poser cette question-là, hein, tout en étant conscients que là, il s'agit d'avoir une formation quand même qui n'est pas de 10 ans, puis de 5 ans, puis de 4 ans, qui est de quelques années, mais je suis certain qu'il y a des compétences acquises là, hein, qui vont être extrêmement utiles à l'Assemblée après. Et puis, l'idée de tout ça, hein, c'est un peu de prendre les citoyens où ils sont, puis qu'ils restent les mêmes personnes, puis les upgrader un tout petit peu. Leur permettre aussi de cogiter là, dans un... Quand on est aux études, dans le guillemets, on peut penser. Hein? On n'est pas pris dans l'organisation de ces choses matérielles dans la vie courante, puis on a l'occasion de réfléchir. Et ça, c'est finalement, on pourrait peut-être dire que c'est la chose la plus importante, hein, de revenir un peu dans cet état d'esprit-là avant d'intégrer l'Assemblée constitutionnelle. Ceci étant dit, il est bien possible aussi, et c'est certainement pas une obligation pour les citoyens de profiter de cette offre-là. Et j'aimerais ici explorer donc l'idée des citoyens qui décideraient de pas ou peu en profiter, et qui se disent, dans le fond, je veux continuer ma vie avec ma famille, mes amis, les gens que je connais, avant de me consacrer à cette tâche-là. Hein. Et c'est parfaitement légitime de le faire, et ça a un autre avantage. C'est un peu drôle à dire, je suis en train de vous dire, on pourrait upgrader comme ça, mais d'avoir des gens aussi qui restent dans où ils sont, d'une certaine manière, puis qui, dans ces 2 ans-là, vont néanmoins quand même jaser avec leur famille, leurs amis, leurs proches, leurs connaissances, les gens du travail, de ce qui s'en vient pour eux. Hein? Et tout le monde va vouloir un peu leur dire qu'est-ce qu'ils pensent. On peut imaginer là, si c'est les gens, particulièrement les gens qui s'intéressent un peu à la chose politique, mais tout le monde risque d'avoir un avis un peu sur la question. Hein? Et d'avoir des gens comme ça qui déjà prennent le pouls de leur environnement, hein, et qui qui touchent un peu à cette énergie-là, ces idées-là, hein, ça c'est très intéressant en partant. Hein? Et ça peut en soi être une formation, si on peut dire, pratique qui prépare à l'intégration d'une assemblée comme l'Assemblée constitutionnelle. Autrement dit, hein, les citoyens ont l'option, mais ils peuvent aussi, continuer leurs activités normales, hein, et puis juste en sachant qu'ils vont intégrer cette assemblée-là plus tard. Bien sûr, hein, personne aussi peut s'auto-éduquer. Hein. Vous avez un peu le temps pour vous préparer. Vous pouvez vous mettre
à lire un peu plus, à fouiner un peu plus sur Internet, à acquérir le plus de connaissances puis de questions possibles, ou pas de questions, mais de savoir possible, hein, à poser des questions aussi à des gens, puis à, disons, à prendre un peu les avis de différentes personnes avant même de commencer l'exercice de vos fonctions. Bon, donc ça, c'est le premier point. Hein. 2 ans avant, puis on donne la possibilité, si ces personnes-là le désirent, de profiter d'une éducation aux frais de l'État. Le deuxième point, hein, c'est que, ceci étant dit, ça reste quand même une éducation, si on peut dire, générale. Hein. D'un an et demi, disons, au max, disons 1 an avec peut-être un peu plus, hein, selon les cas. Dans le moment où la 2e année, hein, on va s'approcher de l'exécution de son mandat, là, ce que je recommande, hein, c'est qu'en fait, l'Assemblée constitutionnelle, si jamais il y avait d'autres institutions au Québec qui s'ajouteraient à l'Assemblée constitutionnelle, ce pouvoir-là pourrait être relégué à ces autres assemblées-là ou être géré en conjonction avec ces autres institutions citoyennes-là. Hein. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'Assemblée citoyenne. L'Assemblée citoyenne devra mettre en place une école spéciale pour former les gens à l'exercice de leur mandat. Et dans cette école spéciale-là, hein, il y a comme... c'est bien sûr à l'Assemblée citoyenne de décider ce qu'elle va avoir comme disons, formation, hein, mais sur la base de leur expérience. Puis d'ailleurs, il y a certaines personnes qui pourraient participer, là, hein, qui, après l'exercice de leur mandat, pourraient venir un peu former les autres, les préparer, puis discuter avec eux de comment ça se passe. T'sais. Mais il y a une partie, il y a comme, enfin, à mon avis, hein, comme deux grands champs là, sur lesquels cette école-là devra nécessairement se concentrer. Hein. La première, c'est comment notre État fonctionne et c'est quoi la place de l'Assemblée constitutionnelle à l'intérieur de l'État. Hein. C'est quoi une constitution? Comment, c'est quoi les autres constitutions dans le monde? C'est quoi les grandes idées pour changer les constitutions? Hein? Pas juste étudier ce qui existe, mais aussi les idées de changement, hein? Parce que c'est ça dont il s'agit à l'intérieur de l'Assemblée constitutionnelle. Et donc de se pencher essentiellement sur se situer généralement dans le système politique, hein, et sur la question constitutionnelle en particulier. Ça me semble évident qu'on va devoir avoir une formation qui est de cette nature-là. Évidemment, hein, c'est les citoyens eux-mêmes qui doivent sélectionner les gens qui vont gérer cette école-là. Et ça, c'est quand même, ça va de soi pour moi, là, mais c'est important de le mentionner. Hein. Il s'agira d'être absolument clair que c'est pas... il n'y a personne d'autre qui peut mettre, qui a une influence là, mais c'est aussi à eux, hein, de décider d'une certaine manière, indirectement via la personne qui est nommée là, mais quel genre, parce que la formation qui est là pourrait quand même influer un peu sur le destin de l'Assemblée constitutionnelle. Si on regarde, par exemple, la sous-question des grandes questions constitutionnelles, puis des grands modèles ou des propositions qui sont faites dans ce champ-là ailleurs, selon les personnes qui organisent cette question-là pour la formation, on pourrait avoir là, on peut pencher de l'Amérique latine à l'Europe puis à d'autres pays qui innovent différemment. Hein, et puis, donc, selon l'accent qu'on met, hein, et l'équilibre de l'accent, à mon avis, qu'on devrait mettre, là, dans le sens qu'il devrait avoir un peu de tout, on va avoir, disons, une préparation qui va différer peut-être un peu. Et donc, garder à l'esprit que c'est important que cette institution-là soit équilibrée, hein, qu'il y ait une certaine amplitude dans les points de vue qui sont expliqués là, et que ça serve à ouvrir l'esprit, hein, et non pas à disons, orienter d'un bord ou de l'autre, essentiellement. Mais bon, ça, c'est aux citoyens de le gérer, hein, et de s'assurer que ça soit bel et bien le cas. Et la meilleure manière de le faire, c'est probablement d'avoir une présence citoyenne là qui s'assure de ça. La deuxième fonction de cette école-là, hein, c'est d'expliquer, et puis par différents mécanismes, hein, comment les débats se tiennent à l'intérieur de l'Assemblée constitutionnelle et comment y participer.
Hein. Donc là, c'est un peu parler de la procédure puis tout ça. Hein. Là, il y a il y a un aspect théorique, d'une certaine manière, à l'école, tu sais, disons, permettre aux citoyens de lire les règlements, hein, et puis de le faire avec eux, et puis de leur illustrer certaines choses. Et l'aspect pratique de ça, c'est que dans la période où ils sont à l'école, dans cette école spéciale-là, qu'on pourra par ailleurs nommer comme on veut, là, je n'ai pas donné de nom dans la proposition constitutionnelle que je fais, dans la période où les citoyens sont là, ils vont avoir bien sûr, pas bien sûr, mais il y a une autre opportunité là, de formation plus pratique, hein, qui est tout simplement, hein, d'être observateur à l'Assemblée constitutionnelle elle-même. Et il me semble éminemment important que cette possibilité-là leur soit offerte, hein, qu'il y a des débats qui vont avoir lieu entre les citoyens qui sont en train d'exercer leur mandat. Eux, pendant les 2 années de préparation, ont la porte ouverte pour aller regarder c'est quoi ces débats-là, hein, déjà s'initier au thème du débat, puis qu'ils vont devoir peut-être reprendre, hein, si ces débats-là ne sont pas clos quand eux arrivent, mais aussi pour comprendre un peu la mécanique de tout ça, comment ça fonctionne. Hein. Et donc, il est absolument clair qu'on doit leur permettre d'être observateurs. Et d'être observateur, ça va faire aussi un aller-retour avec l'aspect théorique de comment les débats ont lieu, tu sais, de la procédure. Et puis donc, il s'agira là d'expliquer des choses de procédure, d'aller à l'Assemblée, de les constater, puis de revenir, puis un peu de faire un aller-retour sur ça, hein, pour avoir une formation qui est complète. Et pour ce qui en est de la question de leur présence à l'Assemblée constitutionnelle, je me permets de souligner une autre possibilité. Ici, c'est pas quelque chose sur lequel je pense c'est aux citoyens de décider, mais personnellement, où je me sens un peu pas à ma place pour trancher sur cette question-là, ou du moins, je sens qu'on doit se poser la question. Hein. On pourrait, hein, se poser la question à savoir si ces citoyens observateurs-là ne devraient pas, peut-être vers la fin de leurs 2 ans, ou peut-être de manière permanente, hein, s'ils le désirent, avoir le droit d'intervenir même à l'Assemblée constitutionnelle. Bien sûr, hein, c'est-à-dire de faire part de certains propos, hein, de leur opinion, de leur avis, mais sans droit de vote, bien sûr. Hein. On s'entend qu'ils ne sont pas encore assermentés, puis encore entre guillemets assermentés, là, mais qui n'ont pas encore intégré l'Assemblée constitutionnelle en tant que telle. Mais encore une fois, hein, d'avoir un rôle déjà plus actif comme celui-là leur permettrait d'intégrer l'Assemblée de manière sensée. Peut-être que cette école-là, puis cette phase d'observation-là, on pourrait tenter de la focaliser dans la 2e année, puis peut-être dans le dernier 6 mois, et puis là, dire, dans ce 6 mois-là, hein, les citoyens pourraient être observateurs intervenants, et que s'ils viennent auparavant un peu plus d'eux-mêmes, hein, là, qu'ils pourraient être observateurs pour voir comment ça se passe, mais sans intervenir. Ceci étant dit, hein, bien qu'on puisse donner cette capacité-là aux citoyens qui ont été présélectionnés au sort, qui vont exercer un mandat dans le futur proche, il me semblerait raisonnable quand même de leur demander de ne pas être excessifs, hein, dans leurs interventions, et de peut-être apporter un point s'il n'a pas encore été traité, mais quand même laisser la place, hein, aux personnes qui sont là. Bien sûr aussi, hein, ceci étant dit, il y a quand même, il n'y a pas juste la plénière, hein, de l'Assemblée constitutionnelle où tout le monde est ensemble, où il y a des discussions un peu formelles qui se passent, il y a aussi toutes les commissions et tout ça, et là, il y aura lieu aussi de voir quel rôle on veut donner aux citoyens qui ont été sélectionnés, qui n'ont pas encore donc commencé leur mandat, dans ces commissions-là et ces comités-là. Il me semblerait absolument nécessaire que les citoyens peuvent y être aussi en tant qu'observateurs, hein, peut-être même plus largement d'autres citoyens s'ils veulent y être aussi, mais comme c'est le cas présentement à l'Assemblée nationale, sauf que, hein, c'est un genre de droit dont peu de personnes se prévalent. Hein, on a le droit d'aller à l'Assemblée nationale puis de regarder comment une commission se déroule. Mais donc, ceci pour dire qu'il y a une participation à différents niveaux, puis il faudra que l'Assemblée là, détermine un peu qu'est-ce qu'elle veut
permettent et quel rôle elle veut donner finalement à ces citoyens-là à l'intérieur de ça. Le minimum me semble être l'observation. La vraie question à se poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on leur permet d'intervenir au débat. T'sais. Et je pense pas que c'est... personnellement, ça me pose aucun problème d'avoir les citoyens sélectionnés 2 ans avant de participer au débat comme ça. Bien sûr, c'est en droit de vote, là, mais ce sera à l'Assemblée de déterminer si elle trouve que c'est acceptable ou non. Hein? Puis peut-être même de limiter aux derniers 6 mois, si elle trouve que c'est nécessaire, là, ce type de participation-là. Donc, ça me semblerait, du moins, là, comme proposition préliminaire, acceptable. Hein. Pendant 1 an et demi, il y aurait le droit d'être observateur. Pendant le dernier 6 mois, où ils sont peut-être aussi dans l'école spéciale, là, il y aurait le droit d'être observateur participant s'ils veulent l'utiliser. Et puis peut-être d'insister aussi que faire usage d'une certaine réserve dans leur cas serait peut-être approprié. Et donc de se limiter à des interventions peut-être plus courtes et qui n'ont pas été des points qui n'auraient pas été abordés par d'autres. Mais je pense que ça peut, de toute évidence, nourrir la discussion de l'Assemblée elle-même. Ceci pour dire que ces mécanismes-là, comme on peut le voir, hein, vont faire en sorte que, outre aller chercher une éducation générale dans divers champs qui va, disons, augmenter le niveau de préparation d'une certaine manière des membres de l'Assemblée dans divers domaines, hein, qui vont un peu déjà amener d'autres idées à l'intérieur de l'Assemblée. Hein. Cette école spéciale-là et ce mécanisme-là d'observation va faire en sorte que les citoyens vont avoir l'occasion de déjà être là, essentiellement. Puis il faut dire aussi que, tu sais, il y a quelque chose là que j'ai pas mentionné, je suis en train de parler de formellement ce qui se passe, mais tu sais, quand la commission est close, puis que ces gens-là jasent, là, c'est du monde normal, tu sais, ils vont discuter dans les couloirs, puis après, ils vont aller manger ensemble, hein, et puis là, les citoyens qui sont présélectionnés, ben, vont pouvoir déjà faire connaissance des autres citoyens qui sont là, hein, jaser avec eux, et puis poser toutes les questions, finalement, qui leur semblent nécessaires pour être là, puis je pense, tu sais, comme déjà faire partie de la gang essentiellement, tu sais, puis sachant que ces gens-là vont être, sont voués à intégrer l'Assemblée, tu sais, il va y avoir bien sûr un peu une bonne humeur des deux côtés, puis on va vouloir, tu sais, leur expliquer aussi les choses, puis pas juste leur souhaiter la bienvenue, mais tu sais, faire en sorte que cette transition-là soit la plus facile pour eux possible. Et je pense qu'avec tous ces mécanismes-là, hein, on est déjà, comme on peut le voir, avec des citoyens qui sont beaucoup plus près, pas près rapprochés, mais près dans la préparation à être un membre très efficace de cette assemblée citoyenne-là. Il ne faut pas négliger, ça je l'ai mentionné, mais pendant ces 2 ans-là, ça cogite à l'intérieur d'une tête. Puis que la personne doit aussi, d'une certaine manière, c'est sa responsabilité personnelle, mais un peu chercher à se préparer elle-même. T'sais. Là, on leur donne un ensemble de moyens particuliers pour le faire, puis je pense pas qu'on a tellement besoin d'insister sur ça. Je suis pas en train de dire, c'est votre devoir, vous préparer. Je pense que ça va un peu de soi, puis que ça va être un acte de volonté plutôt simple. Je veux dire, si on paye pas mal n'importe qui, puis on lui dit, dans 2 ans, tu vas avoir ce rôle-là, pour ne pas dire ce pouvoir-là, parce que c'est quand même un pouvoir, d'être parmi les gens qui organisent cette grande délibération dans la société-là. Je pense que pas mal n'importe qui serait en train de se poser plein de questions, puis de vouloir acquérir déjà des compétences puis des connaissances par rapport à ça. Hein, pour s'assurer qu'elle est finement prête, puis qu'une fois qu'il arrive, qu'il puisse y arriver avec un peu de punch. Ceci pour dire que il y a un autre mécanisme qui vient jouer à l'intérieur de cette qui constitue en fait le 3e point, le 3e élément qui contribue à la préparation des citoyens. Ce mécanisme-là, en revanche, je pense que je dois être... je sais pas. Mais j'allais dire, je devais être honnête puis vous dire que j'ai une certaine hésitation. Parce que là, c'est une question qui est cruciale, finalement, au bon fonctionnement de l'Assemblée. Et je sais que je vais peut-être me buter à une certaine
réticence avec l'idée que je veux exprimer présentement. Hein. C'est que, bon, vous avez compris que si on sélectionne les citoyens 2 ans auparavant, que leur mandat va être quand même substantiellement long. T'sais, on ne va pas sélectionner les gens 2 ans auparavant puis leur dire vous allez être dans l'Assemblée une année. Hein. Donc, tu sais, il me semble que, bon, c'est plutôt clair qu'il faut avoir un mandat qui est relativement long. Pas d'une longueur excessive, là. Mais la réflexion que j'ai, puis c'est un peu drôle parce que je me tordais l'esprit hier, je vous le cacherai pas, je faisais c'était la première ébauche de cette présentation-ci, tu sais. Puis là, dans ce cadre-là, je cafouillais un peu, puis je savais plus où j'allais. Dans le fond, je vais être honnête avec vous, tu sais. Je suis passé à travers ça, puis j'en suis arrivé à une conclusion qui faut peut-être sticker avec ma première impression sur la question, hein. Quand je me suis penché sur la question de la longueur du mandat d'un citoyen dans une assemblée citoyenne, ma première idée, c'était 4 ans. Hein? Et là, quand je me suis penché sur ça plus récemment, je me suis dit peut-être que, pour pas trop les effrayer, entre guillemets, excusez-moi de le dire comme ça, là, mais pour pas dire c'est un engagement si long que ça, on pourrait peut-être diminuer ça jusqu'à 3 ans. T'sais. Fait que, d'une certaine manière, je pense qu'on peut peut-être lancer ça comme débat, hein? Mais l'idée étant qu'il faut se poser la question, là, oui, ça peut sembler très long pour un engagement citoyen comme ça, mais il faut bien comprendre que la fonction qu'on demande à ces gens-là va requérir du temps, puis qu'avoir un mandat plus long a probablement beaucoup d'avantages. Hein. Bon, je n'irai pas personnellement. Pour moi, du moins, ça se réduit à 3 ou 4 ans. Je n'irais pas en bas de 3 ans. Ça peut sembler surprenant. T'sais. Si on me disait 2, là, je serais pas content. C'est pas ma décision d'une certaine manière. C'est aux citoyens ultimement de décider. Mais il va falloir faire une pré-proposition. Il va falloir faire un texte qu'on peut, ce que je suis en train de faire là, un genre d'article, hein, puis de dire, ben, on va commencer comme ça, puis au pire, on rajustera après. Puis donc, si ça va en bas de 3 ans, ça me semblerait une très mauvaise idée. Hein. En haut de 4 ans, je pourrais même concevoir un 5 ans. Mais c'est peut-être un peu long. Hein. Mais dans mon appréciation des choses, c'est pas inconcevable. Hein. Cependant, pour l'instant, hein, donc le débat que moi j'avais là, dans ma tête, là, vous m'excuserez, là, mais c'était entre 3 et 4 ans. Hein. Et puis, je pense que pour diverses raisons, il est peut-être mieux, bien que je suis conscient qu'il y a un peu un obstacle à surmonter en disant ça, mais je pense que le 4 ans est mieux que le 3 ans. Donc, je vais vous présenter l'option du 4 ans, hein, avec l'élément dont on veut discuter ici, mais il faut retenir, je vais discuter un peu de l'option du 3 ans si jamais on se rabattait sur cette opinion-là ou cette idée-là après. Mais gardons-nous l'idée de 4 ans pour l'instant. Donc, l'idée étant que pour s'assurer que les citoyens, encore une fois, soient bien préparés, hein, on peut sélectionner les gens pour un mandat de 4 ans, mais on peut renouveler l'Assemblée de moitié à toutes les 2 années. Hein. Et donc, autrement dit, hein, il y aurait à tous les 2 ans, il y a la moitié de l'Assemblée qui cesserait ses fonctions et la nouvelle batch, entre guillemets, arriverait. Hein. Et de cette manière-là, ce qu'on s'assurerait, c'est que tous les nouveaux citoyens qui intègrent l'Assemblée on pourrait même les pairer, on pourrait les mettre en deux, puis pour avoir comme un coach d'une certaine manière, on pourrait le faire au sort ou d'un autre mécanisme, pour que chacune des nouvelles personnes pendant les premiers mois aille comme un genre de confident, de personne à laquelle elle peut poser des questions, puis qui sentent qu'il y a un petit peu une relation comme celle-là. Évidemment, ils peuvent, là, ils n'ont pas besoin disons, d'avoir un tuteur nécessairement. Il y a plein de gens autour d'eux, ils peuvent poser des questions à n'importe qui, mais puis ils ont toute la préparation, ils vont déjà avoir vu c'est quoi l'Assemblée auparavant, puis déjà savoir comment les débats s'y tiennent. Mais l'idée étant que d'un point de vue institutionnel, en faisant ça, ce dont on s'assure, c'est d'avoir d'avoir une culture institutionnelle qui se bâtit puis qui se transmet. Et ça, d'avoir des mandats rotatifs comme ceux-là, comme ce que je suis en train de suggérer, ça me semble ici peut-être plus important qu'ailleurs.
Hein. Ceci étant dit, hein, bon, avec l'option du 4 ans aussi, hein, on a 2 ans de préparation, 2 ans où ils commencent leur mandat, 2 ans où ils finissent. Hein, et donc, il y a possibilité d'organiser peut-être les débats à l'intérieur de l'Assemblée. Là, je ne veux pas évidemment forcer ça, mais je l'illustre un peu. Hein, comment cette question-là aussi des incidences un peu dans l'organisation plus concrète de l'Assemblée. On pourrait, par exemple, hein, si on suivait cette recommandation-là d'un 4 ans comme mandat, d'avoir un genre de cycle à tous les 2 ans, hein, où au début de ces 2 années-là, pendant 4 mois peut-être, hein, on va dans la population, puis on pose la question, ça peut être 4 ou 2 ou 3 ou plus si nécessaire, mais on pose la question aux gens dans la population, voici les priorités dont on a hérité, d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que ces priorités-là, on doit les maintenir ou les changer? Ou on leur pose la question ouverte, quelles devraient être les priorités à ce moment-ci de l'histoire de l'Assemblée constitutionnelle? Peu importe la manière qu'on procède, l'idée étant que dans ce moment-là, on prépare d'une certaine manière l'ordre du jour puis les travaux pour les 2 années qui vont suivre. Puis que là, dans le reste des 2 ans, on approfondisse en commission différents sujets qui ont été sélectionnés là. Donc, autrement dit, au début, on fixe les priorités des 2 ans, puis ensuite, on les traite. Et puis, le mandat de 4 ans avec un renouvellement aux 2 ans nous permet d'avoir un cycle comme ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ça ne veut pas dire que toutes les questions vont se traiter en 2 ans. Il y en a qui vont devoir se prendre plus de temps que ça. Hein? Et à mon avis, c'est extrêmement préférable, en fait, de prendre plus de temps que moins de temps. T'sais, par exemple, si on regarde le mode de scrutin, ma recommandation serait à peu près la suivante. Hein? Dans les 2 premières années, si vous décidez de débattre du mode de scrutin, allez voir ce que les gens disent dans la population, hein, les bonnes idées essentiellement, mais puis tenez-vous-en à peut-être les modèles qui existent ailleurs. Restez un peu conservateur, entre guillemets. Puis voir quel genre de système on peut emprunter d'ailleurs si on se dirige vers une proportionnelle notamment. Hein. Et là, dans un autre cycle de 2 ans, on va se poser la question comment améliorer ces systèmes-là. Comment leur donner une petite twist là, qui va faire en sorte que c'est une petite ou une grosse, qui va faire en sorte qu'on va dépasser le stade même des proportionnels à l'européenne. C'est un exemple. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se donner un 2 ans pour comme préparer le terrain, puis un autre 2 ans de réflexion là d'une autre nature, une fois que ce terrain-là est très bien préparé, pour se dire comment est-ce qu'on met en place le meilleur mode de scrutin au monde. Au lieu de se dire, comme c'est le cas présentement au Québec, comment est-ce qu'on s'assure que ça change un peu parce que ça n'a plus de crise de bon sens. Excusez-moi, là, mais c'est ça le démo au Québec qui est en train de se passer. Vous m'excuserez de sacrer, là, mais ça illustre un peu le... Je pourrais retirer ce dernier mot-là. Ceci pour dire que il ne faut pas penser que ce cycle-là de 2 ans, si on met un 4 ans de mandat comme ça, est intrinsèque que tout doit se clore en 2 ans, hein, mais ça veut dire que on peut organiser, disons, un genre d'aller-retour là, entre les priorités puis le traitement de ces priorités-là sur une base de 2 ans assez facilement. Et bon, donc il y a comme je le disais, il y aurait comme 3 grandes phases dans l'évolution d'une personne tirée au sort. 2 ans de préparation, 2 ans où c'est un junior, entre guillemets, hein, dans l'Assemblée, si on peut le dire comme ça, puis 2 ans où ils sont seniors dans l'Assemblée, où là, c'est les gens qui ont déjà plus d'expérience un tout petit peu. Évidemment, il n'y aura pas de distinction formelle comme celle-là, hein, en ce sens que tout le monde a une voix, puis tout le monde a les mêmes responsabilités, mais c'est un peu là l'idée de cette progression-là. Là, ici, là, je suis en train de parler de la durée du mandat, puis c'est une question qui est intrinsèque à celle qui nous concerne ici, mais ici, c'est l'idée de renouvellement qui est intéressant pour contribuer à la préparation. Hein. Autrement dit, on conserve puis une culture institutionnelle forte en ayant un renouvellement partiel aux 2 ans au lieu d'avoir un renouvellement complet aux 4 ans.
Hein. Et là, ce que je veux en venir à faire, c'est quand même ouvrir un petit peu la porte à un débat plus large. Hein. C'est qu'il y aurait d'autres options que ce que je suis en train de vous proposer. Une option, par exemple, ce serait d'avoir un 4 ans sec, et puis qu'après 4 ans, hein, il y ait une autre assemblée complètement qui commence, et que, voilà. Hein. C'est une option qui est quand même pas irréaliste non plus, hein, en ce sens que, avec l'école de préparation, tu sais, oui, il y aura un petit peu plus une petite pente à remonter pendant les premiers 5-6 mois, tu sais, mais je pense que les gens pourraient, sachant aussi que ce serait le cas, hein, ils chercheraient à se préparer d'une certaine manière complètement, hein, et une fois qu'ils intégreraient l'Assemblée, ils commenceraient leur mandat ensemble, puis ils le finiraient ensemble. Je ne vois pas, en l'occurrence, de gros avantages d'un fonctionnement comme celui-là, mais c'est une idée qui est possible de mettre en place. Hein. Et peut-être que d'autres personnes vont défendre cette idée-là, ils ont absolument le droit de le faire. Il y a peut-être, bon, je ne sais pas s'il y a des... Tu sais, dans ce cas-là, on pourrait avoir un cycle de 4 ans, par exemple. Tu sais, on commencerait des choses avec les mêmes personnes, on les terminerait, puis là, on pourrait vraiment, comme vouloir, en 4 ans, se dire, mais tu sais, là, on a le temps de finir ce qu'on a commencé, d'une certaine manière. Hein. Mais on perd en termes de transmission de la culture institutionnelle. Il y a peut-être un petit danger aussi avec un système comme ça, qui est qu'il va y avoir des gens employés de l'Assemblée constitutionnelle qui, là, seraient à peu près les seules personnes permanentes à travers ces changements-là, et ça leur donne peut-être trop de poids. Hein? Il ne faut pas que ces gens-là prennent trop de place, il faut que ce soit les citoyens qui gardent le contrôle, et d'avoir des gens qui sont qui devraient être bien sûr confirmés dans leur emploi quand l'Assemblée change, mais d'avoir des gens qui auraient tendance à être là et puis à être finalement les personnes qui expliqueraient un peu aux citoyens comment les choses marchent une fois que ça s'embranle. Ça me déplaît comme idée. Hein? Il y a quand même un certain risque, là, et puis il faut que l'Assemblée soit vigilante par rapport à ces personnes-là, et d'avoir une rotation, hein, ça permet que le pouvoir, entre guillemets, reste clairement entre les mains, le rôle de direction reste clairement entre les mains des citoyens qui sont tirés au sort. Ceci pour dire qu'on peut utiliser ce type de proposition-là. Il y a aussi, comme je l'ai mentionné, une autre option 4 ans, hein, sur laquelle moi-même je me suis penché, qui est celle d'avoir un mandat de 3 ans avec peut-être un renouvellement au tiers à chaque année. Hein. Là, on casse le rythme de 2 ans, ce qui me déplaît. Hein. Et aussi, on a comme il y a moins de stabilité, là. C'est-à-dire qu'à toutes les années, il y aurait une nouvelle gang qui entrerait. Hein. Bien sûr, on maintient une culture institutionnelle un peu plus forte d'une certaine manière, parce qu'il y a un 2/3 de l'Assemblée qui est déjà là, donc elle fait juste comme intégrer un autre tiers à chaque année. Tu sais. Le désavantage, à mon avis, personnellement, là, majeur d'une proposition comme 3 ans, c'est que c'est un peu court. Hein. Et puis, ça me semble un peu trop, il me semblerait avoir un peu trop de mouvement à l'intérieur des rangs de l'Assemblée comme ça. Tu sais, aux 2 ans, oui, il y a un changement, mais une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Puis pendant 2 ans, on est quand même avec la même gang. Tu sais. Et donc, la raison pour laquelle je choisis 4 ans, l'avantage, en revanche, hein, il faut quand même le mentionner, d'un 3 ans, c'est que, c'est niaiseux à dire, là, mais étant donné que c'est plus court, c'est un petit peu moins intimidant, hein, pour le citoyen qui doit s'engager une fois qu'il est tiré au sort, de se préparer 2 ans, ou du moins d'être à l'affût. Et puis ensuite, un engagement de 3 ou 4 ans, c'est déjà long. 3 ans, c'est un peu moins pire. Hein. Sauf que je pense pas que cet argument-là, après l'avoir bien pesé avec d'autres, fasse le poids par rapport aux avantages d'un mandat de 4 ans. Hein. Je suis conscient, en revanche, que dans notre société, on va tirer des gens au sort 4 ans, il y aura une résistance un peu plus grande que si on disait 3 ans, mais malgré tout, j'aurais bien peur, en fait, hein, qu'on adopte le 3 ans, puis qu'après quelques années, après quelques mandats, on s'aperçoive que ça serait peut-être mieux de passer à autre chose. Puis tant qu'à y être, je préfère proposer ce qui, moi, me semble être le meilleur, et dans ce cas-ci, c'est un mandat de 4 ans.
Faut pas oublier non plus une question, c'est que si on raisonne sur la base, on commence par 3 puis on verra après, ça implique qu'il va falloir qu'il y ait une discussion sur la question puis un référendum. Et puis, donc, ma philosophie, c'est on cherche toujours la meilleure solution, hein, même si elle semble un peu surprenante, et puis on la met en place, puis après, hein, on peut la réajuster. Hein. Si les citoyens nous disent, là, c'est trop 4 ans, ça a trop changé nos vies, puis on veut réduire ça, là, on le saura, mais il vaut mieux prendre finalement la solution qui nous semble la meilleure en premier. Hein. Et pas y aller par petits pas trop prudents ou trop timides. Hein. Il faut un petit peu oser faire ce qui nous semble être la meilleure solution. Ceci étant dit, hein, ce que moi je propose, c'est un 4 ans avec un renouvellement aux 2 ans. C'est un mécanisme qui existe ailleurs. Le Congrès, pas le Congrès, mais oui, le Congrès utilise ce mécanisme-là, mais en particulier la Chambre des représentants aux États-Unis fonctionne sur un régime comme celui-là. Et donc, il n'y a pas grande innovation ici, sauf que hein, la différence ici, c'est que on a grandement intérêt à avoir une rotation comme ça pour renforcer encore hein, la culture institutionnelle puis s'assurer que ça participe d'une certaine manière à la préparation des citoyens d'avoir un renouvellement partiel à tous les à tous les 2 ans dans ce cas-ci. Et donc, hein, je pense que bon, j'imagine, j'espère qu'avec tous ces éléments-là, les personnes qui peuvent avoir à l'esprit que ces gens-là seraient piégés au sort puis pitchés dans une assemblée constitutionnelle comprennent que c'est pas le cas. Hein? Que n'importe qui est piégé 2 ans avant va avoir comme réflexe minimal, de s'informer adéquatement puis de commencer à voir qu'est-ce qu'il faut comme compétence puis qu'est-ce qu'elle va faire là, puis que là on leur offre en plus un ensemble de mécanismes de l'éducation pendant ces 2 années-là, une école spéciale, la capacité d'observer et puis finalement une sélection partielle à tous les 2 ans pour que les nouveaux qui arrivent aient toujours quelqu'un pour leur faire rentrer plus rapidement possible dans leur rôle. Hein. Et avec tout cet ensemble de mécanismes-là, hein, je pense qu'on peut accoter, hein, j'ose le dire, d'une certaine manière, la préparation que les élus ont avec les partis politiques, puis les campagnes électorales, puis tout ça. Hein. C'est une préparation qui est d'un autre ordre complètement, hein, mais qui fait en sorte qu'on s'assure que ces gens-là soient... je veux dire, si ça ne suffit pas, on ne peut pas non plus là, on peut pas les payer 10 ans à étudier pour se préparer à leur mandat. Hein. Donc, on a mis le paquet d'une certaine manière avec un système comme ça. Je pense pas que c'est de trop. Ça va de soi que ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, on est en train de parler de la Constitution. Hein? Fait que chaque élément qu'on ajoute qui améliore la qualité des débats et la préparation des gens qui vont débattre de ces questions-là va nous donner hein, un débat qui est éminemment plus profond et une décision finalement hein, qui est plus sage et mieux pensée hein, que d'autres. Et bon, peut-être, je ne sais pas si c'est nécessaire d'insister sur l'importance d'une constitution, là, mais ça reste le pivot à l'intérieur d'un État. Puis donc, il faut que ce pivot-là soit très bien construit. Ceci pour dire que je pense que j'ai couvert la question comme je voulais le faire. Dans la partie qui va suivre, peut-être après une marche en toute franchise, il faudrait que les minous aillent dehors aujourd'hui. Il fait grosse tempête et ils ne veulent pas sortir dehors, mais ils suivent quand on y va, par exemple. Et puis donc, peut-être après une petite promenade, hein, je vais en arriver à discuter de la question de l'indépendance de l'Assemblée, qui est une question absolument cruciale aussi, hein, et exposer d'une certaine manière hein, les éléments qui concernent l'indépendance contenus dans la proposition d'article constitutionnel que je fais relativement à l'Assemblée constitutionnelle. Et là, on va voir hein, qu'il y a différents... c'est un peu comme un thème, hein, puis qu'il y a différentes choses qui viennent se greffer à ce tronc-là. Voilà. Peut-être que
Il y aura un petit commentaire sur la question de la préparation si, au cours de ma promenade, je réalise que quelque chose m'a échappé. Mais peut-être faire un petit topo là, sur ce qui a été dit. Hein. Il y a la question de la capacité que j'ai traitée dans la première présentation, celle qui précède, où on aborde la question de est-ce que les citoyens sont capables d'avoir un rôle comme celui-là à l'intérieur de nos institutions politiques. J'en arrive à la conclusion que certainement, hein, et qu'il y a peut-être même un intérêt très grand à étudier cette question-là, parce que peut-être qu'ils seraient dans une situation en fait meilleure même que des élus, éventuellement. Puis j'en arrive à, disons, à reposer la question de l'autre côté de la barricade pour voir si entre les deux mécanismes, quel serait le meilleur selon les fonctions. Bien sûr, là, j'ai expliqué qu'on se limitait à un certain type de fonction ici, et que pour l'instant, on ne rentre pas dans des fonctions où les citoyens seraient dans le feu de l'action. Hein, il ne serait pas dans un gouvernement qui doit prendre des décisions demain, puis il faut que ça sur le téléphone, puis il faut que ça se fasse. Là. Il serait dans une situation d'un peu méditer, de contempler sur l'avenir du pays, hein, de considérer le long terme et de prendre le temps hein, d'approfondir ces questions-là. Et dans cette présentation-ci, hein, donc on en est venu après avoir discuté de tout ça. Peut-être que j'aurais dû inverser l'ordre, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je pense pas, mais ça aurait peut-être été donner des présentations un peu différentes si je l'avais fait. Mais dans cette présentation-ci, hein, on a présenté un ensemble de mécanismes, d'éléments, d'institutions qui vont faire en sorte que de programmes hein, qui vont faire en sorte que ces citoyens-là vont être finement préparés à l'exécution de leur mandat. Bien sûr, hein, là, tout ça, on est dans un monde qui n'existe pas, dans un sens que à partir du moment où on tire des gens au sort puis on leur donne des fonctions d'importance, tout ce qui a été dit ici, disons, reste du domaine de l'innovation. Hein? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être nécessaire à un moment donné de se reposer la question, est-ce qu'on ajuste dans un sens ou non? Il va falloir expérimenter avec ce type, du moins, d'éléments ou de programmes ou d'institutions-là, je pense à l'école spéciale, entre autres, et puis là, voir de quelle manière on veut, disons, ajuster les choses en chemin hein, ou les changer, puis mettre en place quelque chose d'autre qui nous semble peut-être plus adéquat. Par exemple, je ne sais pas, je lance ça comme idée, là, c'est pas quelque chose que j'appuierais, mais on pourrait peut-être dire que pendant 2 ans ou 1 an des 2 ans, hein, que l'école là, serait quelque chose de plus gros que ça, puis que les citoyens qui ont fini leur mandat resteraient en poste seul pour les volontaires pendant 1 an pour éduquer ces gens-là, hein, pour parler avec eux autres, puis vraiment les faire, les brasser un peu avant qu'ils arrivent, là, pour leur expliquer comment ça va marcher, puis pour participer à leur formation, puis tout ça. Donc, on va pouvoir explorer d'autres choses. Hein. Ce que j'ai mis ici, c'est m'assurer que, comme je sais que je me répète, mais m'assurer que ces citoyens-là sont finement préparés à la tâche qui va être devant eux. Peut-être un autre dernier petit commentaire. Là, on parle de l'Assemblée constitutionnelle. Si on met en place d'autres institutions un peu similaires au Québec, ben pas identiques puis pas apparentées tellement, mais si on met en place une Assemblée citoyenne qui est une chambre de résonance pour l'Assemblée nationale, donc qui serait une deuxième chambre du Parlement, là, il y aura aussi lieu hein, d'avoir un programme d'une certaine manière pour eux, hein, puis voir si on les sélectionne 2 ans avant, la durée de leur mandat, ça va être quoi, leur participation, est-ce qu'ils vont être dans la même école, on peut imaginer quelque chose du genre, mais il pourrait y avoir bien d'autres citoyens qui s'ajoutent à cette première cohorte hein, de citoyens à l'intérieur d'une Assemblée constitutionnelle. Et donc, peut-être retenir hein, que le modèle aussi qu'on est en train de préparer ici pour l'Assemblée constitutionnelle peut servir de base, peu importe celui qu'on adopte, là, peut servir de base à la préparation pour les autres citoyens aussi. Chacun devra avoir un petit peu sa préparation à lui, d'une certaine manière. Les assemblées vont différer, mais il y a certaines idées générales là, qui, bien sûr, s'appliquent dans ces différents cas-là.
Je le mentionne ici parce que quand je vais en parler de mon modèle institutionnel plus largement dans la partie 7, je vais peut-être pas revenir, en fait j'ai déjà fait cette partie-là, fait que je sais que je ne reviens pas sur cette question spécifique-ci. Ce ne serait pas inintéressant de le faire complètement, mais peut-être ce serait un peu aller trop loin pour l'instant, dans le sens que ma priorité, c'est qu'il y ait une assemblée constitutionnelle, qui ait ces institutions-là, puis ces autres institutions-là en dérivent, hein, puis donc ce serait... c'est un peu là, on est en train de sauter des étapes en allant trop loin. Mais c'est pas inintéressant de mentionner que tout ce qui est dit ici va avoir un écho, puis va servir un peu de modèle ou de point de référence pour ces institutions-là éventuellement aussi, dans la mesure où on en mettrait en place, comme je le crois qu'il va être nécessaire de le faire si on veut avoir des États qui sont sains politiquement. Et donc, dans la prochaine partie, je me penche sur la question de l'indépendance de l'Assemblée constitutionnelle du Québec.